Un architecte est souvent vu comme la personne qui arrive avec un plan prédéfini à implémenter dans une durée de 6 à 18 mois. Le problème qu'on a avec cette approche, c'est que ça freine d'une certaine façon l'amélioration continue, et c'est pour cela qu'on lui préfère une approche d'architecture émergente. Nous avons tous, je crois, assisté à des talks où on nous explique avoir fait de l'architecture émergente, mais plus rarement nous avons pu avoir des architectes qui nous expliquent comment exactement ils s'y prennent pour mettre en place ce genre de démarche, comment ils découpent et comment ils arrivent avec, comment ils prennent leurs décisions pour définir leurs choix architecturaux. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de lever le capot et de regarder ensemble comment cela se passe concrètement. Mais avant ça, je voudrais commencer par nous présenter. Donc, je m'appelle Sophia Calcagno, je suis consultante data, développeuse et architecte. Et je vais donner ce talk avec Emmanuel Lin. Pour ma part, je suis Emmanuel Lin tout le monde, je suis consultant data scientist, je suis spécialisé dans le delivery de projets de machine learning en production, et donc je m'intéresse à l'architecture de data science. Pour réaliser ce talk, pour lever le capot, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dérouler à chaque fois les 4 mêmes étapes. On va expliquer le problème que l'on rencontre. Ensuite, on va étudier différentes solutions, on va essayer de les lister. Puis on va choisir et on va justifier ce choix. On va le loguer dans notre architecture Decision Record. Et puis enfin, on va dessiner sur une feuille de papier notre architecture qui va évoluer au fil de ce talk. Pour aller plus en détail du cas fictif dont parlait Emmanuel Lin, on va partir d'un site web de type place de marché, où on va être en capacité de réserver des offres culturelles. Quand je parle d'offres culturelles, je veux par exemple dire des entrées pour aller au théâtre ou alors pour aller au musée et encore par exemple acheter des livres. Donc notre métier nous a demandé de mettre en place un algorithme de recommandation pour ces offres culturelles. Pour être précise sur ce qu'on entend par recommandation, il faut s'imaginer tout ce que vous pouvez voir sur par exemple Netflix ou Amazon, où on va proposer aux utilisateurs d'acheter ou de réserver des offres selon leurs pratiques précédentes ou encore leur profil socioculturel. Pour rentrer un peu plus dans le détail, comme ce sont des offres culturelles, ce qui intéresse notre métier, c'est que nos clients achètent des offres culturelles diversifiées, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas toujours le même type d'offres culturelles. Donc on cherche à optimiser 2 choses. L'achat d'offres culturelles, pour maximiser donc les ventes d'offres culturelles, et la diversité de ces offres achetées par nos clients. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a construit, avec notre métier, lors de workshops, une métrique de data science que l'on va pouvoir mesurer, chercher à optimiser. Cette métrique, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui ont acheté au moins 2 offres de types différentes dans le mois passé. Alors Sophia, comment on peut commencer à découper ce projet? Maintenant, on a un peu explicité, comment on peut commencer à le découper pour chercher à faire une première chose utile? Alors, moi je pense qu'il faut qu'on commence déjà par valider notre hypothèse métier, parce qu'on nous a demandé des recommandations, mais on ne sait pas vraiment si c'est quelque chose qui vraiment intéresse nos utilisateurs. Effectivement, ça me semble être une bonne idée de se dire que plutôt que de valider quelque chose de technique, savoir s'il est possible de faire une recommandation, chercher à valider une hypothèse métier. Notre hypothèse métier ici, c'est est-ce que les clients sont intéressés par des recommandations d'offres culturelles? Alors, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup faire un algorithme de machine learning qu'on intégrerait dans notre application et mesurer, voir les utilisateurs ce qu'ils en pensent. On pourrait peut-être essayer de faire quelque chose de plus simple. L'intégration dans l'application, ça a l'air quelque chose d'assez compliqué à mettre en place dès le début. Peut-être qu'on pourrait choisir de ne pas s'intégrer dans l'application et d'envoyer ces recommandations à quelqu'un d'autre ou autrement. D'accord, donc autrement, donc quand tu dis ne pas s'intégrer à l'application, tu vois quel genre de choses? Par exemple, on pourrait envoyer un mail avec des recommandations? Oui, par exemple, un emailing régulier avec des recommandations, ça pourrait être un bon moyen pour commencer. D'accord. Et en fait, ce que je me demande aussi, là, les recommandations, c'est toujours un algorithme de machine learning, on pourrait faire plus simple? Effectivement, peut-être qu'on peut simplifier, on pourrait demander à notre métier s'ils ont déjà des recommandations un petit peu claires qu'ils pourraient faire à nos utilisateurs. D'accord. Et du coup, on a eu cette discussion avec le métier, et en fait, ils nous ont proposé une règle métier, le top 5 des offres culturelles les plus vendues dernièrement.
Et ça semble être une bonne idée, du coup, de se dire, plutôt que de mettre en place une brique de machine learning qui nécessite un flux de données, de partir sur cette règle métier un petit peu simple à maîtriser. Et du coup, ça nous permettrait de tester cette hypothèse. Est-ce que les recommandations intéressent les utilisateurs? D'accord. Donc, on fait quelque chose qui n'a pas de machine learning et qui ne passe pas par notre application pour aller du coup au plus vite. Exactement. On simplifie l'intégration, on simplifie le problème, et là, on peut tester quelque chose. D'accord. Alors là, je te propose de commencer à dessiner notre premier schéma d'architecture. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir qu'on récupère des données quand même. Quelles données on doit récupérer là? Alors, il faut faire des recommandations. Donc, je pense qu'il faut des offres, ça c'est sûr. Alors, je vais représenter une base de données là ici, qui va contenir la totalité de nos offres, donc avec ce format qui ressemble un petit peu aux bases de données. Donc, il contient toutes nos offres. D'accord? D'accord. En plus, on va envoyer des mails. Donc, je pense qu'il nous faut aussi nos utilisateurs, au moins leur adresse mail. On va faire une base client du coup. D'accord? Et donc, ce que l'on va mettre en place, au final, c'est un script, un service qui nous permet de récupérer ces données et de les envoyer à notre système d'emailing. Oui, donc quand tu dis un script, tu mettrais ça où? Tu le mettrais sur une machine dans le cloud ou sur ton... On veut le faire une seule fois pour l'instant, notre campagne? Oui, peut-être qu'on va le faire une seule fois, on va se rendre compte que ça ne marche pas et on arrête, non? Alors peut-être qu'on peut juste le faire tourner sur un de nos ordinateurs, ce script. Oui, tu as raison. Du coup, on a le coût de mise en place d'infrastructures en moins. C'est ça. Alors là, en dessous de mon schéma d'architecture, je commence à représenter une légende pour qu'on se souvienne bien au fur et à mesure. Donc j'ai remis notre base de données, notre DB en violet. Et puis là, ici, à l'intérieur, notre service que l'on va appeler interne, le grand carré noir, va servir à représenter la totalité des objets qui sont dans notre application. Et en dehors, c'est ce qui est en dehors de notre application. D'ailleurs, en dehors de notre application, il y a notre service d'emailing, non? Exactement. Alors je vais ajouter le service d'emailing que je vais représenter avec une forme différente. Et donc cette fois-ci en rouge. D'accord. Et puis comme on le fait une seule fois, peut-être qu'on peut mettre en place des flux manuels. Au final, on va aller se connecter nous-mêmes à la base de données pour tirer les données et les amener dans notre application et puis à nouveau envoyer ce flux manuel vers le service d'emailing. Oui, tout à fait. Donc pour représenter ce qui est manuel, je vais faire des flèches en pointillés pour l'instant. Donc ça, on l'a fait. Et on a eu un feedback des métiers, je crois, Sophia? Oui, tout à fait, parce que donc, notre service d'emailing nous permet d'avoir ce genre de statistiques qu'on mesure. On voit combien les personnes ont ouvert le mail et combien elles ont cliqué. Mais en fait, c'est assez prometteur. Les chiffres ont l'air pas mal. Et donc, maintenant, la prochaine chose qu'on devrait faire, c'est savoir si c'était quelque chose qui arrive une seule fois. C'est la nouveauté, du coup, les gens ont cliqué. Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose dont ils voudraient de façon récurrente? Okay. Du coup, là, on a une première option, c'est de se mettre à s'intégrer dans l'application, puisque c'était prometteur une première fois. On pourrait s'intégrer directement dans l'application, voir si ça marche bien. Oui. Après ça, je ne suis pas sûr qu'on soit déjà mature pour s'intégrer dans l'application. Après, en fait, c'est coûteux quand même de s'intégrer à une application. Ça nous ferait, en fait, d'une certaine façon, passer du temps encore dans l'infra, alors qu'on n'a même pas décidé si on voulait aller dans cette direction. Donc, je suis d'accord que c'est peut-être pas forcément le bon moment. On peut peut-être systématiser sans entrer vraiment dans l'applicatif. Okay. Donc là, on va automatiser notre newsletter, puisqu'elle marche bien, puisqu'on a ces recommandations qui PS bien. On va l'automatiser pour voir si les résultats sont réguliers dans le temps et si ça marche de manière régulière. Donc le choix 2, c'est le choix 2 qu'on nous allons retenir. On retient le choix 2 d'automatiser. Donc en fait, pour automatiser, on va arrêter de faire des flux manuels, puisqu'on veut envoyer cet emailing toutes les semaines, le samedi soir en plus, donc on ne va pas faire travailler quelqu'un le samedi soir pour envoyer ses emails. Donc on va chercher à automatiser ces flux. Ce que je te propose, c'est un cron job déployé dans le cloud. Il y a différents cloud providers qui proposent des fonctionnalités comme ça de cron job. Ça devrait faire l'affaire. Oui, je suis d'accord. Du coup, en fait, notre architecture reste à peu près similaire, sauf qu'au lieu d'être sur l'ordinateur d'Emmanuel là, on va aller sur le cloud. Ça lui permettra d'aller en week-end. Et ça nous permettra aussi d'éviter certains genres d'erreurs ou des choses imprévues. Voilà. Donc sur notre schéma d'architecture, j'ai transformé ces flèches pointillées en flèches pleines pour me signifier que c'est quelque chose de maintenant automatisé. Comme c'est automatisé, il faudrait peut-être qu'on systématise aussi la mesure de la performance. Tout à fait, parce que là, on est allé la chercher une fois manuellement sur notre service d'emailing, mais faire ça dans le temps, c'est coûteux et en plus,
Si on l'automatise, ça va nous permettre finalement aussi d'avoir des points de mesure dans le temps et de voir comment évolue notre campagne dans le temps. Exactement. Donc là, en fait, on va mettre en place une brique de monitoring de notre application et ça rentre complètement dans notre vision à long terme d'avoir une application monitorée. Donc, on automatise, on se met à monitorer. Alors, je vais rajouter ça sur notre schéma d'architecture. Donc là, en bas à droite, je vais rajouter la partie dashboard. Donc, il existe plein d'outils pour faire des dashboards. On peut par exemple envisager un Grafana. Je vais rajouter une base de données de monitoring dédiée à stocker ces métriques de monitoring. Et je vais rajouter un service un petit peu qui va servir à s'occuper d'aller récupérer régulièrement les données les différentes métriques et remplir notre base de données de monitoring. Donc, quelles ont été les conclusions de cette expérimentation, Sophia, pendant que je finis mon dessin? En fait, on voit bien qu'il y a un intérêt qui persiste dans le temps. C'est-à-dire que, d'accord, bien sûr, la première campagne était particulièrement bonne, mais dans le temps, les gens continuent à cliquer, continuent à aller voir les offres qu'on leur recommande. Donc, je pense qu'on peut valider l'intérêt de nos utilisateurs pour les recommandations. Super, donc c'est assez concluant. Voilà. Par contre, on a un petit problème, c'est que nos utilisateurs nous contactent via le service après-vente pour nous faire part qu'ils ont des offres qui ont l'air très intéressantes, mais qui sont loin de chez eux. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un utilisateur qui habite en Bretagne, on lui a proposé de visiter un musée à Marseille, et donc il était frustré. Donc, pour moi, la première remontée du terrain, c'est que c'est trop loin. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution? Moi, je revois la solution. Notre vision de départ, c'était le machine learning. Peut-être qu'on peut mettre en place une brique de machine learning, un modèle de machine learning qui nous permettrait de régler ce problème. Oui, donc en fait, là, si j'ai bien compris, ce que tu veux faire, c'est que notre algorithme apprenne à recommander les offres qui sont proches. C'est ça? Ouais, par exemple, voilà. Okay. Après ça, vu qu'on connaît déjà le problème, que l'on sait déjà ce que l'on doit résoudre comme problème, peut-être qu'on pourrait simplifier la tâche. Plutôt que de mettre du machine learning et espérer qu'il apprenne cette notion de distance, on va tout de suite implémenter une notion de distance entre deux codes postaux, par exemple. Oui, mais d'ailleurs, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu dis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une règle métier simple qui nous permet de traiter ce problème de distance. C'est pas, on sait comment le faire. Il n'y a pas vraiment de complexité métier dans ça. Du coup, peut-être que faire du machine learning à ce stade, c'est aller trop loin, trop tôt. Donc on partirait sur la règle métier. D'accord. Comment on procède? Est-ce qu'on implémente cette logique de distance dans notre système ou est-ce qu'on essaye de chercher un service qui nous permet de calculer des distances? Alors, quels sont les points positifs? Donc, en fait, si nous, on l'implémente, ce qui est positif, c'est que, comment dire, on ne va pas passer par le service externe, donc on contrôle un peu comment on le fait. Et si le service est cher, il faudrait le mettre en regard avec nos coûts de développement. En fait, là, je pense que c'est même un peu tôt pour parler de coûts de développement, de choses comme ça. Au final, on cherche à valider une hypothèse, là, à l'instant. Est-ce que calculer des distances, intégrer une notion de distance, ça va permettre de simplifier le problème, d'améliorer nos performances? C'est ça l'hypothèse qu'on est en train de prendre et qu'on aimerait bien résoudre. Et on a un service externe qui nous propose de faire des calculs de distance à un coût modéré. Donc moi, ce que je te propose, c'est que de toute façon, tant qu'on est en phase de prototypage, qu'on cherche à valider des hypothèses, c'est prendre ce service existant, on ira plus vite pour valider ou invalider l'hypothèse. Et on se repose la question du développement plus tard, si effectivement c'est une bonne solution. Oui, tu as raison. En fait, les questions plus économiques, plus structurantes là-dessus, on peut, vu que le service, finalement, pour des requêtes pas trop, qu'on ferait de façon ponctuelle, n'est pas très cher. Donc, c'est plus facile d'avoir vite quelque chose plutôt que d'attendre le feedback du développement. Donc, on va se brancher sur un service de calcul de distance externe qui va nous permettre de valider cette hypothèse au plus tôt. Okay. Donc, je rajoute sur notre schéma d'architecture un composant externe à notre application qui nous permet de faire des distances que l'on va requêter. Est-ce que l'expérimentation a été concluante du coup, Sophia, maintenant qu'on a mis cela en place? Alors oui, ce qu'on voit déjà, c'est que le service après-vente nous remonte beaucoup moins de problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est plus du tout le premier sujet qu'ils ont à traiter. Et donc aussi, ce qu'on voit, c'est que notre indicateur qu'on avait, donc c'était le pourcentage d'offres
culturelles réservées, de personnes qui ont réservé au moins 2 offres culturelles distinctes, il augmente. Donc on voit bien que notre action a eu de l'impact et donc que le filtre par distance était quelque chose qui avait de la valeur. Okay. Donc là, on a confirmé notre hypothèse métier. Les recommandations peuvent être pertinentes et peuvent intéresser nos utilisateurs. On a un problème là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et là, le métier nous dit, on est rassuré, on a confiance, et ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est l'intégrer à l'application. Comment on aborderait le problème pour intégrer notre système à l'application? Alors, il ne faudra plus qu'on ait l'emailing, ça c'est sûr. Et pour l'intégrer, moi je vois 2 options. Soit on entre dans notre API existante, donc on met une route de plus qui va nous faire les recommandations. Soit on se dit qu'on construit une autre API qui serait indépendante d'un point de vue infrastructure pour uniquement notre modèle de recommandation. Okay. Donc moi, les avantages que je vois, dans le premier cas, on réutilise quelque chose d'existant, on n'a pas d'infrastructure à redéployer. C'est assez pratique. L'inconvénient que je vois, c'est que c'est une API qui est déjà assez sollicitée. Il y a pas mal de demandes, la base de code est aussi assez grosse et de nombreux développeurs contribuent dessus. Dans l'autre cas, dans le cas où on ferait une API pour nous, du coup il nous faudrait un peu plus de composants d'infrastructure dédiés. Mais par contre, on pourrait piloter les ressources en fonction de nos besoins à nous. Typiquement, on a comme vision, à moyen terme, d'avoir du machine learning. Peut-être qu'on aura besoin de calculs spécifiques, de GPU ou de CPU spécifiques. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres. Et en plus, on devient maître de notre propre roadmap. Oui, on n'influe pas, les performances de l'un n'influent pas les autres. Et comme tu dis, l'infrastructure aussi est indépendante. Donc je suis d'accord avec toi, je partirai sur la 2. Ok, donc on part sur la 2, on se crée notre propre API. Et là, si on modifie notre schéma d'architecture, au final, ça devient quelque chose d'assez simple à modifier, puisqu'on va reprendre ce qui était dans un cron, et en fait, on va le mettre dans une API. On n'a pas besoin de toucher à nos flux de données que l'on maîtrise déjà, et on a déjà les briques de monitoring qu'on peut réutiliser. Du coup, on n'a plus un service externe d'emailing, mais on a un service que l'on va considérer comme externe à notre brique de machine learning de front-end, qui va s'occuper donc de requêter notre API à nous. Alors Emmanuel, là tu parles de justement sortir de l'emailing, donc ta flèche sur le monitoring, à mon avis, il faudra la replacer avec l'application. Voilà, du coup, on va dire que ma brique de monitoring vient se servir, alors c'est sans doute pas dans le front-end, mais dans l'application globale pour aller chercher des métriques d'utilisation. Voilà, et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'avant, on pouvait voir uniquement les clics dans nos emails. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est plus facile de rattacher tout le parcours utilisateur dans notre application par rapport à ces actions. Donc, on a un monitoring plus riche aussi. D'accord. Et donc, on pourrait le compléter en ajoutant notre base de données de vente et en nous mettant à calculer de manière automatique notre métrique métier du début, le pourcentage d'utilisateurs qui achètent effectivement 2 offres distinctes dans le mois. Donc, je vais rajouter cette brique de monitoring, donc une base de données qui me permet d'obtenir les ventes passées. Et donc, mon service de monitoring qui va venir se requêter régulièrement cette base pour venir peupler notre base de monitoring et donc créer notre dashboard avec cette métrique métier. Oui, alors ça marche plutôt bien tout ça. D'ailleurs, je pense que ça marche un peu trop bien. C'est-à-dire que même si on a fait notre release donc sur un petit nombre d'utilisateurs. Une canary release? Oui, malgré cette canary release, en fait, on voit que nos bases de données sont saturées. C'est-à-dire que notre API de recommandation requête beaucoup trop tout ce système et on commence à avoir vraiment des problèmes de performance. En tout cas, on ne peut pas envisager d'étendre notre canary release en général. Et il y a un autre problème qui est apparu, c'est ce service externe de distance qu'on avait mis en place, là vers le haut de notre schéma d'architecture, pour donc calculer des distances. Il y avait un coût. Quand c'était quelques utilisateurs, ça allait, mais là, le coût est en train d'augmenter. Donc en fait, avant de déployer à toute la population, on a 2 problèmes à résoudre. L'accès aux bases de données que l'on est en train de saturer de notre système et l'accès à ce service externe qui est assez coûteux. Tu commencerais par quel problème pour le résoudre? Alors, réfléchissons. Donc en fait, le problème avec le service externe, c'est un problème monétaire. Par contre, le problème avec notre base de données, finalement, c'est une saturation maintenant. Est-ce que vraiment l'argent qu'on est en train d'utiliser pour le service externe est si important par rapport au fait que notre système peut être totalement dans les choux et qu'on ne pourrait plus rien faire avec en fait? Oui, effectivement, on a l'air d'avoir un coût qui est modéré, important mais modéré. Du coup, si on le laisse traîner encore 1 ou 2 semaines, cela va aller.
Par contre, nos bases de données, on risque de faire tomber toute l'application et là, c'est un vrai problème. Donc je te propose de résoudre en premier ce problème. Je suis d'accord. Donc on va d'abord s'attaquer aux bases de données saturées. D'accord. Alors comment on peut faire ça? Alors il y a une solution qui existe, c'est d'avoir, là on a des bases de données opérationnelles, on pourrait faire des bases de données décisionnelles, un réplica de ces bases de données pour toutes les analyses a posteriori, tout ce qui est analytics dont on fait un petit peu partie et on pourrait taper là-dessus. D'accord. Alors, si on fait ça, ça peut être intéressant si on a différentes personnes qui ont besoin de faire des analytics. Ça nous permet de mettre tout au même endroit. Okay. Par contre, moi, je vois aussi une deuxième option qui serait de mettre un cache simplement sur nos bases et se dire qu'on n'a pas besoin systématiquement de faire appel aux bases que parfois, c'est un top 5, donc souvent, c'est les mêmes offres qui remontent. Ouais. On peut cacher ça et ça nous réduit beaucoup la charge. Ok. Alors j'ai tendance à préférer la notion de cache là ici, puisque ça va limiter les coûts. On n'a pas besoin de mettre en place une deuxième base de données. Il n'y a pas le besoin pour d'autres équipes d'avoir cette deuxième base de données. Donc je te propose de commencer par le cache, et si par hasard c'est pas suffisant, on pourra mettre en place une base de données décisionnelle. Ouais. Mais commençons par le cache, que je vais représenter sur mon schéma d'architecture sous la forme d'un sablier rouge, pour signifier cette notion de cache que l'on va mettre sur ce flux. Donc j'en mets un sur la base de données d'offres et un sur la base de données de clients. Et ça va nous permettre normalement d'alléger pas mal le flux. Alors, on a eu les résultats, on a étendu un petit peu notre canary release, on est passé de 5% de la population à 10, 15 et 20% de la population, et ça s'est bien passé, effectivement, la base de données a tenu la charge. Par contre, là, il faut qu'on traite le problème de distance. Il nous reste le problème de distance qu'on n'a pas encore abordé, Sophia. Ouais. Tu avais une idée à l'époque, c'était qu'on le code nous-mêmes? Ouais. C'est ça. On pourrait se dire que du coup, on ne fait plus l'appel à l'API, on le code, on l'internalise. Mais après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment notre métier? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait bien faire? Et est-ce qu'on n'a pas une alternative, justement, à le coder nous-mêmes? Est-ce qu'on pourrait mettre en place la même notion de cache que l'on a mis sur les offres et la mettre en place sur les distances comme on l'a fait? Oui, ça peut être une bonne idée parce que de toute façon, en fait, souvent, les codes postaux requêtés, ils sont concentrés beaucoup sur certaines régions, notamment l'Île-de-France. Donc, même s'il y a beaucoup de codes postaux, on va mutualiser les appels et on aura juste quelques appels ponctuels pour des codes postaux un peu moins peuplés. Donc, je pense que ça peut aussi marcher pour ici. Donc là, la mise en place d'un cache, c'est une solution que l'on connaît, qu'on a déjà mis en place, qui a fait ses preuves et qui ne nous coûte pas beaucoup plus cher. Donc, on va essayer de la mettre en place. On n'a pas cherché à implémenter quelque chose qui n'est pas de notre métier, surtout s'il y a un service existant qui sait déjà le faire. Donc je rajoute un sablier sur notre schéma d'architecture au niveau du service de distance. Et effectivement, a posteriori, on s'est rendu compte que ça réglait le problème, que notre intuition était la bonne, on avait fait les bonnes analytics sur les données de requête, et ça règle le problème du coup de ce système de distance. On a évité des développements inutiles. Oui. Alors, maintenant, le sujet qui nous remonte beaucoup du service après-vente, c'est que nos utilisateurs se disent qu'ils ont toujours la même chose. En fait, le top 5, finalement, il est assez statique. Et donc, une fois qu'ils sont allés, ils peuvent découvrir moins de choses. En plus, on voit que notre métrique, d'une certaine façon, elle plafonne. On n'est pas très diversifié. Donc, le prochain chantier poussé par les métiers, c'est de diversifier les offres qu'on propose. Ok. Alors, on a eu deux règles métiers qui ont bien marché, le top 5 et la distance. On peut peut-être essayer de chercher des nouvelles règles métiers en explorant les données. Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs options qui en fait sont très complexes. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose de diversifié? On est en train de s'interroger si on ne va pas faire un mélange d'offres, donc une requête qui nous ferait un round robin qui mettrait plusieurs offres différentes. Franchement, ça m'a l'air hyper compliqué à maintenir, à tester. Ça devient très complexe. Du coup, je pense qu'il faudrait peut-être justement maintenant réfléchir à du machine learning. Ok. Donc là, on se met à envisager la brique de machine learning parce qu'on n'arrive plus à faire émerger des règles métiers pertinentes, plutôt simples, plutôt efficaces, qui seraient faciles à maintenir. Tant qu'à aller chercher des règles métiers complexes dans les données, autant que ce soit un algorithme qui est fait pour aller chercher ces corrélations un peu avancées dans les données. Et donc, on se dit que c'est le bon moment pour ajouter une brique de machine learning dans notre système. Et là, ça tombe bien sur notre schéma d'architecture, tout est à peu près prêt. On a déjà la connexion front-end, la connexion aux données, etc. Il n'y a plus qu'à remplacer le top 5 par cette brique de machine learning et ça va aller.
Donc j'efface mon top 5 et je mets une brique de machine learning que je vais écrire ML en abrégé. D'accord. Bah, en fait, c'est super simple. On avait déjà toute l'infra et il a suffi juste de mettre l'algorithme, c'est ça? C'est ça. Cette démarche itérative nous a permis de construire le flux de bout en bout. Et au moment de mettre la brique de machine learning, c'est pertinent d'un point de vue métier. On a appris des choses avant. Et en plus, c'est assez facile à mettre en place à ce moment-là. Ok. Bah, écoute, ça a bien marché au début. Ouais. Donc, notre indicateur s'est amélioré de façon assez sensible. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec le temps, ça fait quelques mois qu'on a mis en place cet algorithme, la pertinence commence à se dégrader. Et en fait, ce qu'on a vu en creusant avec nos utilisateurs, c'est que ils ont une œuvre de théâtre qui leur est recommandée, mais elle est passée. Ou alors, il n'y a plus les livres qui sont recommandés, ils ne peuvent plus les réserver. Okay. Donc ce que tu me dis, c'est que tu as investigué le problème du machine learning, et là, c'est un problème de les données commencent à être un petit peu passées. Voilà, c'est ça. En fait, on commence à se dire que ce qu'on nous recommande maintenant n'est plus vraiment pertinent. D'accord. Là, on a deux options. Bon, dans tous les cas, je pense que l'option, c'est le réentraînement du modèle de machine learning. Mais on a deux options pour faire ce réentraînement. Soit on le fait manuellement, à nouveau, on demande à un data scientist de réentraîner le modèle pour qu'il se mette à jour. Soit on met en place une brique de réentraînement automatisé. Tu penses quelle serait l'option la plus pertinente? Alors, moi j'ai l'impression que notre problème, c'est pas tant que notre modélisation n'est plus pertinente. C'est-à-dire le modèle n'est pas forcément en cause, mais notre problème, c'est que les données sont vieilles. Donc, j'ai pas l'impression que mobiliser des data scientists pour améliorer la modélisation, des feature engineering ou des choses comme ça, soit forcément très pertinent. J'ai l'impression que uniquement en rafraîchissant les données, en entrant dans le même modèle avec les données plus récentes, on arriverait à régler ce problème. Effectivement. Et puis on a fait le test une fois avec un data scientist, il a lancé le réentraînement sur les mêmes données, sans changer le code, mais en mettant à jour les données. Et effectivement, le modèle est à nouveau plus pertinent. Donc là, ce qu'on va dérouler, c'est des choses que l'on connaît bien maintenant en data science. C'est une brique de réentraînement automatisé. C'est un modèle registry pour stocker les modèles édités. La seule question qui nous reste, c'est est-ce qu'on fait un réentraînement systématique dans le temps ou est-ce qu'on trouve quelque chose de différent? Oui, alors en fait, là ce qu'on se rend compte, c'est que les données finalement, nos spectacles ils vont périmer de façon assez récurrente. C'est quelque chose qui va nous arriver souvent et donc j'ai l'impression que ça ne va pas être une seule fois qu'on va devoir réentraîner. Et donc ça veut dire que si on le fait manuellement, c'est un data scientist qui est mobilisé là-dessus. Et de façon récurrente, et donc ça fait qu'il a plus de probabilité de se tromper en faisant le réentraînement. Et en plus, c'est du temps qu'il ne passe pas, par exemple, à investiguer d'autres modèles, à essayer d'autres choses. Du coup, est-ce qu'on fait un cron job qui passe régulièrement ou est-ce qu'on peut envisager peut-être un trigger à partir de la base de données de monitoring? Oui, le cron job, c'est si on sait vraiment avec quelle fréquence il faut réentraîner. C'est vrai que c'est pas très clair. Le métier ne sait pas trop nous répondre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une brique de monitoring. Donc ça veut dire qu'on peut déjà voir comment se comporte notre modèle, voir quand nos métriques commencent à tomber et décider du coup d'un seuil pour réentraîner quand on a cette métrique. D'accord, donc on ferait plutôt ça. Notre brique de réentraînement irait solliciter la base de monitoring pour identifier quel est l'état de la métrique en ce moment et est-ce qu'il faut déclencher le réentraînement. Donc là, on est bien, on a un système qui marche régulièrement, etc. Le dernier problème que l'on a rencontré, c'est des fois notre service de prédiction est down, c'est-à-dire qu'il ne répond pas. Alors ce qui se passe aujourd'hui dans le front-end, c'est qu'en fait, ça affiche une page, pas de recommandation, et il n'y a rien du tout. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour en fait, garantir un service un peu mieux en cas où notre application est down? Quelque chose d'assez simple qu'on peut déjà faire, c'est mettre une page d'indisponibilité qui dise désolé, les recommandations ne sont pas disponibles. C'est vrai que ce serait déjà mieux que d'avoir des requêtes qui finissent en erreur 500. En plus, on pourrait leur mettre un lien vers la recherche, ça leur permet de continuer leur parcours par exemple, dans l'application. Après ça, il y a une pratique qui consiste à avoir un service dégradé. On pourrait nous aussi peut-être proposer un service dégradé, une autre API qui donnerait des réponses. Oui, et d'ailleurs ça tombe plutôt bien parce que si on se souvient bien, on avait déjà un service top 5 qui était déjà assez utile pour nos utilisateurs. Peut-être que ça peut être notre plan B. D'accord. Donc
En fait, on rajouterait une brique de load balancing, on redéploierait l'API qu'on connaissait déjà, le top 5 qu'on connaissait déjà, et ça nous permettrait que le load balancer se rende compte est-ce que l'API de ML est disponible, et sinon on va donner les réponses du top 5. Donc je vais rajouter ça sur notre schéma d'architecture, mais au final c'est des briques que l'on connaît déjà, que l'on a déjà manipulées. Donc le fameux top 5 que l'on avait manipulé au début, et puis je rajoute un load balancer que je vais écrire LB, pour qu'il gère cette charge entre le top 5 et notre API. Donc là, on arrive au bout de notre talk. On a construit au fur et à mesure notre architecture. On voudrait vous proposer, pour terminer, quelques takeaways. Le premier takeaway, c'est de commencer par valider les hypothèses métiers. C'est ce qu'on a fait en fait en proposant un service très simple, très low-tech aussi. On ne s'est pas tout de suite intégré dans notre application, on a déjà voulu voir si nos utilisateurs étaient intéressés par les recommandations. Ensuite, on a commencé simplement et manuellement pour simplifier les hypothèses métiers, pour simplifier notre problème, pour nous assurer qu'on valide les bonnes hypothèses métiers. Et puis après ça, on automatise quand on est confiant. Alors, on a fait ça pour 3 raisons. Déjà, pour pouvoir livrer de la valeur rapidement. Pour limiter aussi les a priori, on est allé se baser sur vraiment ce qu'on observait et pas sur ce qu'on pensait qu'était la bonne chose à faire. Et finalement, pour piloter la technique par les besoins et pas tout de suite par des solutions. Le dernier takeaway qu'on voudrait vous proposer, c'est ne commencez pas directement par du machine learning, commencez par des règles métiers, puis mettez du machine learning lorsque vous n'arrivez plus à identifier des règles métiers pertinentes. Nous vous remercions pour votre attention.